Voici le schéma de vie que la société actuelle attend de vous. Vous devez passer les 20 premières années de votre vie à l'école, puis décrocher un emploi bien payé que vous occuperez pendant les 40 années suivantes. Et enfin, à 60 ans passés, prendre votre retraite et espérer profiter des 20 dernières années de votre vie, si vous avez la chance de vivre aussi longtemps, bien sûr. Voilà, en gros, le plan de vie classique. Travailler dur maintenant pour pouvoir se détendre et profiter un jour, plus tard, quand vous aurez l'argent nécessaire. Ce modèle de 40 années de travail épuisant est devenu la norme. Mais est-ce la seule voie possible? Vous vous en doutez bien, si je vous le demande, la réponse est pas du tout. Aujourd'hui, on va remettre cette idée en question en résumant l'un de mes livres préférés, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je recommande ce livre à tous ceux qui aspirent à plus de liberté dans leur vie. Beaucoup s'imaginent que le but de ce livre, c'est de ne travailler que 4 heures par semaine, posé sur une plage à siroter des piña coladas. Mais ce n'est pas vraiment ça le vrai objectif, parce qu'au bout d'un moment, croyez-moi, vous finirez par énormément vous ennuyer. Il y a une limite au nombre de cocktails qu'on peut boire avant d'avoir envie de se remettre à faire quelque chose. En réalité, ce livre parle surtout de travailler plus intelligemment, pas plus durement. Il nous montre qu'en gérant mieux notre temps, on peut accomplir beaucoup plus. Et puis, si vous faites quelque chose qui vous passionne vraiment, vous finirez par travailler dur de toute façon. Mais ce ne sera pas un problème. Parce qu'en réalité, c'est bien plus facile de faire ce qu'on aime à fond plutôt que de bosser dans un job qui ne nous intéresse pas. Mais justement, l'objectif de ce livre, c'est d'éviter de passer sa vie à faire ce qu'on déteste et surtout de se libérer pour poursuivre ses vrais rêves. Prenons un instant pour parler de la retraite et pourquoi c'est en fait une illusion un peu pourrie. Si aujourd'hui vous bossez dans un job classique du lundi au vendredi avec pour seule récompense un week-end de repos de temps en temps, vous vous dites peut-être que la retraite c'est le but ultime, une lumière au bout du tunnel où vous serez enfin libre et vous aurez enfin le temps pour profiter. Mais en vérité, compter sur la retraite ne devrait être qu'un plan de secours désespéré. Si vous croyez que la retraite sera géniale, désolé de vous décevoir tout de suite, mais cela ne le sera pas. C'est juste que votre job actuel est nul et que vous êtes en train de gâcher les meilleures années de votre vie. Sérieusement, qui a envie d'attendre d'être vieux pour commencer à vivre selon ses propres règles? Et au passage, plus de 50% des personnes de plus de 65 ans souffrent d'un handicap. Donc résumons, avec cette stratégie, vous sacrifiez votre présent en jouant à pile ou face et en espérant que tout se passe bien durant les 20 dernières années de votre vie. Cela me semble risqué, d'autant plus que vous n'êtes pas vraiment libre si vous êtes vieux, malade et fatigué. Alors, posez-vous cette vraie question. Qu'est-ce que je ferais si la retraite n'était pas une option? Comment est-ce que ça changerait vos priorités? Ça pousse à réfléchir, non? Est-ce que vous allez vraiment continuer à bosser dans un job de merde jusqu'à la fin de votre vie? Ou est-ce que vous allez chercher à en trouver un qui vous convienne vraiment? Peut-être même lancer votre propre business? La réponse à cette question, c'est à vous de la trouver. Et puis honnêtement, une autre réalité de la retraite, c'est que dès la première semaine, vous allez grave vous ennuyer. Tout à coup, vous vous retrouvez avec 8 heures de plus par jour, mais rien pour combler ce grand vide. Alors vous allez sans doute vouloir chercher un nouveau job ou même créer votre propre boîte, ce qui contredit complètement le fait d'avoir attendu aussi longtemps, non? Je ne dis pas qu'il ne faut rien prévoir pour les coups durs et vos vieux jours, mais ne vous trompez pas, la retraite ne devrait pas être votre objectif final. Le concept qui suit a changé ma façon de voir l'argent. J'ai découvert qu'un dollar peut parfois valoir plus qu'un simple dollar. Laissez-moi vous expliquer avec un petit problème de maths niveau collège. Voici Jane, elle gagne 100 000 dollars par an. Et voici notre ami Mike, lui gagne 50 000 dollars par an. À première vue, Jane est 2 fois plus riche que Mike, non? Mais cette comparaison ne tient compte que du revenu annuel, du revenu absolu. Voyons maintenant les choses sous l'angle du revenu relatif. Donc notre amie Jane gagne 100 000 dollars par an et elle travaille environ 50 semaines par an, ce qui fait 2 000 dollars par semaine. À cause de son job très prenant, Jane bosse 80 heures par semaine. Un petit calcul rapide nous montre qu'elle gagne alors 25 dollars de l'heure. Pas mal, à première vue. Mike, lui, gagne 50 000 dollars par an et il travaille aussi 50 semaines par an, soit environ 1 000 dollars par semaine. Mais voilà où se cache la petite bête.
Mike ne travaille que 20 heures par semaine. Résultat, il gagne 50 $ de l'heure. Et en revenu relatif, il est donc 2 fois plus riche que Jane. Mais ce n'est pas tout, et cela devient encore plus intéressant. Jane travaille à San Francisco, l'une des villes les plus chères des États-Unis. Son coût de vie est d'environ 80 000 $ par an, ce qui fait qu'elle n'économise presque rien. Et en plus, elle ne peut pas quitter la ville, parce qu'elle doit être physiquement présente pour faire son boulot tous les jours. Mike, lui, gagne sa vie en ligne. Il n'est attaché à aucune ville, aucun pays, il peut vivre où bon lui semble. Et Mike a choisi de vivre en Thaïlande, où son coût de vie tourne autour de 15 000 $ par an. Résultat, en termes de revenus relatifs, Mike explose Jane. Ajoutons à cela que Mike a une liberté totale, il choisit quand, où et comment il veut vivre. Donc si on regarde uniquement le revenu annuel ou absolu, alors oui, Jane est plus riche que Mike. Mais ce chiffre ne dit rien d'autre. C'est juste une donnée brute qui indique combien quelqu'un gagne par an. Point final. Par contre, le revenu relatif, lui, prend en compte deux choses. Combien vous gagnez par heure et surtout le niveau de liberté que vous avez dans votre vie. Et par liberté, j'entends votre possibilité de choisir ce que vous faites, quand vous le faites, où vous le faites et avec qui vous le faites. Et dans ce contexte, 50 000 $ par an, ça vaut bien plus que 100 000 $ par an. C'est exactement ce que je voulais dire quand je disais que $1 peut parfois valoir plus d'$1. En effet, Jane gagne plus d'argent par an que Mike, mais sérieusement, qui vit le mieux des deux? Une autre idée clé du livre, c'est d'éviter le travail pour le travail. Certaines personnes sont très fortes pour rester occupées. Elles déplacent des papiers et répondent à des emails, et ce, toute la journée. Quand vous les croisez un vendredi soir, elles vous balancent fièrement. « J'ai bossé 70 heures cette semaine, ha !» Juste pour se donner l'impression d'en avoir fait plus que les autres. Mais au final, elles n'ont rien accompli de vraiment important. Elles sont occupées, et peut-être même efficaces, mais elles sont surtout occupées à faire les mauvaises choses. Croyez-moi, vous ne voulez pas finir comme ça. Beaucoup de personnes font un boulot qu'ils pourraient très bien finir en 4 heures par jour, mais comme leur employeur pense qu'ils devraient travailler 8 heures par jour, un chiffre totalement arbitraire, ils deviennent super forts pour se convaincre eux-mêmes et les autres qu'ils sont productifs. Autrement, ils risqueraient de se faire virer ou de ne pas être payés. Étonnamment, ce problème touche aussi les indépendants. Au lieu de faire 4 heures de travail de qualité, ils restent occupés pendant 8 heures, mais au final produisent exactement la même chose. Dans le monde actuel, faire moins est souvent perçu comme de la paresse. Mais c'est simplement faux. Faire moins de tâches inutiles pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce n'est pas de la paresse. C'est difficile pour la plupart des gens à accepter car notre culture valorise le fait d'être occupé au lieu de valoriser la vraie productivité. Dans son livre, Tim Ferriss fait la différence entre efficacité et efficience. L'efficience, c'est faire une tâche, qu'elle soit utile ou pas, de la meilleure façon possible. Alors que l'efficacité, c'est faire les bonnes choses, celles qui vous rapprochent de vos objectifs. Par exemple, le meilleur vendeur de porte-à-porte du monde est ultra efficient. Raffiné et excellent vendeur, il ne perd pas de temps, mais il est totalement inefficace. Parce qu'il vendrait bien plus s'il utilisait une autre méthode comme l'email ou la publicité en ligne par exemple. L'efficience, c'est important, mais si vous l'appliquez aux mauvaises choses, alors elle ne sert à rien. Faites d'abord les bonnes choses et ensuite seulement faites-les bien. J'ai prévu de faire une vidéo sur la loi de Pareto, mais on va faire une rapide introduction de cette loi ici. La loi de Pareto dit la chose suivante. 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. Autrement dit, 20% de vos efforts vous rapportent 80% de vos résultats. Mais attention, l'inverse est aussi vrai. Pour aller chercher les 20% restants, il vous faudra 80% d'efforts en plus. Donc ce que vous devriez faire, c'est identifier ces fameux 20% qui comptent vraiment, puis vous concentrer dessus et devenir ultra efficient là-dedans. Éliminer les 80% restants qui ne produisent que 20% de la valeur, ça ne sert à rien d'y consacrer du temps. Si vous supprimez toutes les tâches peu rentables, vous pourrez alors utiliser ce temps que vous vous êtes libéré pour vous concentrer sur le petit nombre de choses qui donnent le plus de résultats.
Rien qu'en appliquant la loi de Pareto, vous pourrez réduire votre charge de travail de manière énorme. Mais si vous voulez gagner encore plus de temps, il y a une étape suivante. Cette étape, c'est l'externalisation. Imaginez, vous avez un business en ligne et vous gagnez 50 $ de l'heure. Mais voilà, votre pelouse a besoin d'être tondue et franchement, vous n'avez pas envie de vous en occuper. Vous avez deux options. A. Tondre la pelouse vous-même, ça vous prend 1 heure de votre temps. Ou bien B. Payer quelqu'un 20 $ pour le faire à votre place. Sachant que votre heure est évaluée à 50 $ et que vous n'avez pas envie de tondre, payer 20 $ à quelqu'un, c'est un très bon deal. En gros, vous vous achetez du temps supplémentaire. Maintenant, vous vous dites peut-être, je sais que je peux faire un meilleur travail que la personne que j'ai engagée, alors pourquoi je ne le ferai pas moi-même? Mais encore une fois, le but c'est de libérer votre temps pour vous concentrer sur des choses plus grandes et plus importantes. Oui, en le faisant vous-même, vous économiserez un peu d'argent et le travail sera peut-être fait à votre façon. Mais la vraie question est, est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez utiliser votre temps? Si votre temps vaut 50 $ de l'heure et que vous le passez à faire une tâche que quelqu'un ferait pour 20 $ de l'heure, alors c'est une mauvaise utilisation de vos ressources. Bien sûr, cela part du principe que vous n'aimez pas tondre la pelouse. Si tondre votre gazon vous détend et que vous appréciez cela, alors allez-y, faites-le vous-même. Par contre, n'externalisez jamais une tâche qui pourrait simplement être supprimée. N'oubliez pas la loi de Pareto dont nous venons de parler. Il est donc préférable de se concentrer sur les tâches que vous seul pouvez accomplir et laisser les autres s'occuper des petites tâches moins importantes. Quand vous regardez les millionnaires, ils ont des chauffeurs, des chefs cuisiniers, du personnel de ménage. Certains diront qu'ils sont paresseux, mais en réalité, ils optimisent leurs ressources de manière plus efficace en externalisant les tâches qui ne sont pas importantes pour eux. Comme ils gagnent du temps, ça leur permet de se concentrer sur les 20% de tâches qui leur apportent le plus d'argent. Ou simplement de passer plus de temps avec leurs proches, peu importe ce qu'ils choisissent. L'idée principale, c'est d'apprendre à déléguer les choses moins importantes pour vous libérer du temps et ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. On arrive maintenant au dernier concept et le plus important du livre. Pourquoi tant de millionnaires et de retraités finissent-ils déprimés ou insatisfaits de leur vie? Car les deux, les ultra riches comme les retraités, sont souvent en proie à la dépression et à l'ennui pour une même raison. Ils ont trop de temps libre et rien pour le remplir. Mais attendez une seconde, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on recherche? Est-ce que ce n'est pas le but de tout ce livre? Eh bien non, pas du tout. Quand on supprime toutes les choses négatives, toutes les distractions et les tâches sans intérêt, on ne se retrouve pas automatiquement avec une vie pleine de joie. Il ne reste pas que du soleil et des arcs-en-ciel, bien au contraire. Ce qui reste bien souvent, c'est un grand vide. Donc non, le but, ce n'est pas de ne rien faire. Ce qui compte vraiment, c'est de faire ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Parce que si vous vous libérez de votre job, mais que vous ne remplissez pas ce vide avec autre chose, comme un loisir, un hobby ou une activité créative, vous allez juste continuer à travailler sans but, juste pour rester occupé. Autrement, vous allez vous ennuyer à mourir. Savoir comment occuper son temps libre, c'est aussi quelque chose qu'il vous faut développer. Ce n'est pas inné et on n'est pas naturellement bon à ça. Les médias veulent vous faire croire qu'un cocktail sur une plage de sable fin, ça résoudra tous vos problèmes. Oui, bien sûr, vous pouvez faire ça un moment, mais croyez-moi, au bout de 2 semaines ou de 2 ans, vous ne supporterez plus de voir une autre plage ni de boire un autre cocktail. Vous en aurez marre. Alors, que faire de votre temps libre? Eh bien, Tim Ferriss dit que vivre, c'est apprendre. Il faut vous challenger continuellement, sortir de l'inactivité, stimuler votre esprit. Lancez-vous dans un sport, apprenez une langue étrangère, jouez d'un instrument, lisez davantage, travaillez sur vous-même et sur vos relations avec les autres. Testez plein de choses, explorez et voyez ce qui vous fait vraiment du bien. Et pourquoi ne pas commencer à avoir un impact sur le monde? Apportez votre aide à une communauté locale, faites un don à une association ou lancez une entreprise qui envoie des fusées dans l'espace. Peu importe ce que vous choisissez, continuez à progresser et suivez ce qui vous fait vibrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait.
Et si vous souhaitez que je continue à créer des vidéos gratuites comme celle-ci, vous pouvez soutenir la chaîne via le lien en description. Offrez-moi un petit café, ça fait toute la différence. Chaque café m'aide à produire plus vite et améliorer la qualité des vidéos. Encore merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Une vidéo qui vous aidera à devenir meilleur.